Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le taux de croissance du PIB de la sous-région Afrique centrale a stagné à moins 0,2% en 2017. La mise en œuvre des réformes économiques et financières n'a pas encore inversé la tendance. Confrontée à une grave crise économique et une crise de liquidité, la CEMAC s'engage dans un bras de fer pour le rapatriement des recettes d'exportation dans le secteur pétrolier. Quel est l'enjeu d'une telle initiative? Où en sont les actions inscrites dans le programme des réformes économiques et financières sous-régionales? Pour en parler, je reçois sur ce plateau spécial, à l'occasion de la 5e session ordinaire du comité de pilotage du PREF-CEMAC, le secrétaire permanent de cet organe de la sous-région Afrique centrale, chargé du suivi de l'exécution des programmes de réforme économique et financière, le professeur Michel Cyr Djena Wembu. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes professeur titulaire de droit public et sciences politiques dans les universités d'UNITA et des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique. Justement, les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis en décembre 2016 lors d'un sommet extraordinaire à Yaoundé. Ils ont adopté 5 piliers pour les réformes économiques et financières dans la sous-région. Où en sont les États de la sous-région Afrique centrale? Lorsque son Excellence le Président Biya convoque le sommet de décembre 2016 à Yaoundé, il s'agit d'une initiative régionale. Il invite ses pairs face à la situation connue. Que visent les directives de la CEMAC? Il s'agit de directives pour une gestion saine des finances publiques, une gestion moderne, informatisée, une gestion rigoureuse, une gestion au sein de laquelle l'État contrôle l'opportunité de la dépense. L'État maîtrise la qualité de la dépense. L'État maîtrise la finalité de la dépense, afin que les sommes consenties aillent aux objectifs pour lesquels ces sommes ont été votées par le Parlement. Voilà pourquoi il y a cette directive de la CEMAC. Cette directive ne vise pas à imposer quelque chose aux États. Cette directive vise à faire en sorte que nos budgets puissent permettre aux États de parvenir aux fins pour lesquelles le budget a été voté. La croissance est à moins 0,2%, le développement, lui, n'est pas encore au rendez-vous. Pourtant, vous soulignez durant vos travaux qu'il y a des efforts qui ont été effectués, mais très peu visibles sur le terrain. Qu'est-ce qui explique cette situation? J'ai d'abord dit qu'il y avait des lenteurs administratives. Il y a des lenteurs administratives parfois parce que les gouvernements n'ont pas soumis à temps au Parlement. D'abord, sur cette directive, il faut la non-objection de la CEMAC. Et au jour d'aujourd'hui, tous les États ont soumis les textes. Nous avons 3 États qui ont déjà fini avec le processus. Et en plus de ces 3 États-là, il y a le Cameroun, il y a la Guinée équatoriale et la Centrafrique qui sont encore dans le processus national. Et je crois savoir que le Parlement camerounais sera bientôt saisi, comme la délégation camerounaise nous a dit, de 2 de ces directives. Donc, il s'agit d'instaurer la transparence dans la gestion des finances publiques. Il s'agit d'instaurer la responsabilisation dans la gestion des finances publiques. Il s'agit aussi de faire en sorte que nous puissions utiliser la dépense publique comme facteur de développement, pas comme facteur d'enrichissement de quelques individus. C'est-à-dire que la commande publique doit être un élément qui irrigue l'économie nationale. Il s'agit d'une opération de soutien à l'économie, je vous explique. En remboursant la dette intérieure, vous remboursez les PME et les PMI qui, pour fonctionner, qui, pour faire leurs prestations, avaient dû s'endetter auprès des banques. Et ce faisant, ces sociétés vont elles-mêmes rembourser les banques. Une fois que les banques sont remboursées, elles pourront se recapitaliser et à nouveau refinancer l'économie. Et refinancer l'économie, c'est créer des emplois pour les jeunes, c'est créer des emplois pour les femmes, parce que ce sont les 2 catégories qui sont les plus dynamiques. De quoi il s'agit concrètement lorsqu'on parle du rapatriement des recettes d'exportation? Je vais vous expliquer. Premièrement, vous avez parlé dans votre introduction de bras de fer. Non, la CEMAC, le PREF-CEMAC, les États d'Afrique centrale ne s'engagent pas dans un bras de fer. Les États d'Afrique centrale, la CEMAC, veulent le respect de la réglementation qui existe. Il existe depuis de nombreuses années quand même. Une réglementation
sur les réserves de change, sur le transfert des recettes d'exploitation dans notre sous-région. Cette réglementation existe dans beaucoup d'autres sous-régions. Le problème, c'est que nous devons nous asseoir, et ce sera la première fois, pas dans un esprit de combat, mais dans un esprit de respect de la réglementation. Est-ce que jusqu'ici, elle était respectée, cette réglementation? Est-ce que le rapatriement de la recette d'exploitation était effectif jusqu'ici? Le rapatriement des recettes d'exploitation n'a jamais fait l'objet d'un débat, d'un échange, d'un programme entre les États collectivement et les sociétés qui exploitent les ressources naturelles dans notre région. Il ne s'agit pas seulement de ressources pétrolières. Sont convoquées à cette réunion les principales compagnies exploitant les ressources dans notre région. Il y a donc des compagnies pétrolières, il y a donc des compagnies qui travaillent dans l'agriculture, comme la CDC, qui va être invitée ici au Cameroun, comme Sid Olam au Gabon, qui exploite le bois. Il y a des sociétés comme celles qui viendront de Centrafrique, qui exploitent de l'or, qui exploitent le diamant. Donc, ce sont les principales sociétés suivant le pays. Dans certains pays, les principales sociétés sont à 4 pétrolières. Nous allons par exemple au Tchad, il y aura 4 sociétés pétrolières plus Coton Tchad, qui est une des principales sociétés exploitant les ressources naturelles, la ressource qui s'appelle le coton. Et qu'est-ce que vous allez leur demander à ces entreprises, à ces multinationales qui font dans l'exportation des produits pétroliers et autres ressources naturelles? Lorsque nous faisons des réunions, nous avons des documents de travail. Le document de travail qui sera présenté comporte en première partie l'état de la législation en vigueur dans notre région. Il comporte en deuxième partie l'examen des pratiques qui a eu lieu jusqu'à ce jour. Il comporte donc en troisième partie la nécessité de respecter la réglementation et les conventions convenues avec nos États. Et il va comporter en quatrième point les mesures que nous devons donc prendre pour appliquer la réglementation. Donc ce n'est pas une boxe, ce n'est pas un combat, nous nous réunissons pour dire voilà le texte. Je vais vous dire une chose. Je vous en prie. Vous volez 100 fois. Hein? Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas pris que l'acte de vol n'existe pas. L'infraction n'est pas effacée. Est-ce que c'est... On ne vous a pas surpris. Si la CEMAC est en crise aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle se tourne vers ces multinationales pour demander plus d'argent concernant la recette d'exportation? Ce n'est pas une question de crise. Chaque chose arrive en son temps. Lorsque vous étiez petit, on vous expliquait que vous demandiez à votre maman, maman, qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Maman vous disait, j'ai beaucoup mangé. Mais lorsque vous avez 20 ans, la maman vous explique qu'elle est enceinte. Donc, c'est la même situation qui est décrite, mais de façon différente suivant les époques et les moments. Le moment est venu aujourd'hui, pas seulement parce qu'il y a la crise, mais parce qu'il fait qu'on en arrive à une mise en œuvre des réglementations régionales dans tous les domaines. Même ce que nous faisons au niveau des finances publiques, ce n'est pas nouveau. Nous avions déjà convenu depuis des années d'introduire la rationalisation dans la gestion des finances publiques. La crise nous a poussés, mais la crise ne nous a pas amené de nouvelles règles. La crise est venue nous rappeler que nous devons justement respecter les règles qui existent. Plusieurs observateurs, justement, évoquent la difficulté pour les États d'Afrique centrale et d'Afrique subsaharienne de pouvoir faire respecter les politiques fiscales qui sont en vigueur par les multinationales qui opèrent dans les secteurs pétroliers et autres ressources naturelles. Que pensez-vous de cette initiative que vous êtes en train d'engager? Est-ce que vous pensez avoir les moyens de pouvoir faire plier ces multinationales pour qu'elles respectent la législation en vigueur? Je voudrais vous dire que l'État demeure quand même l'élément majeur, l'acteur majeur des relations internationales. C'est sur le territoire des États que se déroulent les transactions commerciales. C'est quand même dans le territoire de l'État que les firmes multinationales opèrent. Et les firmes multinationales opèrent chez nous, dans nos États, avec nos accords. Et souvent, il y a des conventions et les clauses de la confidentialité qui existent dans ces accords. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand vous avez signé un accord, il appartient aux deux parties de prendre les dispositions pour que cet accord soit respecté. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Les firmes multinationales ont leur part de responsabilité. Mais sur la scène internationale, ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas la mosquée. On n'est pas là pour te faire des cadeaux, pour te dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur.
Nous sommes là, on n'est pas là pour que si on t'a giflé sur la joue droite, tu montres la joue gauche. Non, le monde est dur. Les négociations internationales sont compliquées et chacun défend ses intérêts. Les États ont le droit légitime de défendre leurs intérêts, mais les multinationales aussi ont le droit de défendre leurs intérêts. Justement, Il nous appartient de mettre les dossiers sur la table avec des cadres compétents, des cadres qui maîtrisent l'analyse financière et de discuter avec les autres pour trouver la solution. Le problème n'est pas est-ce qu'ils ont bien fait ou est-ce qu'ils ont mal fait. Le problème est que disent les textes et comment amener les autres à respecter les textes et quels sont les arguments que chacun d'entre nous a et comment nous pouvons avoir la plus-value dans chacun de nos arguments. justement, En arriver ces efforts de sortie de crise que vous évoquez à l'instant peuvent être plombés par des actes de corruption qui sont décriés par le Fonds monétaire international lors des réunions du printemps qui se sont tenues à Washington. Cette question est revenue plusieurs fois et la directrice générale du FMI a souligné comment la corruption et les avantages fiscaux octroyés à certaines multinationales plombent les efforts de sortie de crise dans la sous-région Afrique centrale. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Quelle est votre analyse à ce sujet? Les États africains ont reconnu qu'il y avait un problème de mauvaise gouvernance, qu'il y avait un problème de mauvaise gestion financière. Ce sont ces États qui souverainement ont mis en place beaucoup d'institutions judiciaires, extrajudiciaires, administratives. Pourquoi? Pour veiller à la bonne gouvernance, pour lutter contre la corruption. Dans ce pays, le Cameroun, il y en a plusieurs. Dans tous les pays d'Afrique centrale aujourd'hui, existent des organes de lutte contre la corruption. Le problème est comment rendre ces organes plus efficaces. Certains pensent qu'il faut les rendre plus autonomes. D'autres pensent qu'il faut revoir la composition de ces organes. D'autres pensent que pour que ces organes soient vraiment effectifs, il faut les déconnecter de l'exécutif. D'autres pensent qu'il faut revoir le fonctionnement de la justice et la rendre plus importante. Et certains sont allés même plus loin, de faire comme dans les États anglophones, où les organes de lutte contre la corruption, 1, ont le droit d'autosaisine, 2, ont le droit de publier le rapport sans passer par l'autorité suprême de l'État, et 3, vous avez des pays où, en plus même de cela, ces organes ont le droit de transférer directement les dossiers à la justice. Mais on observe que dans la sous-région Afrique centrale, vous parlez plus de bonne gouvernance, très peu de corruption dans le cadre des programmes de réforme économique et financière. Est-ce que vous évitez cette question qui est pourtant centrale? Ce n'est pas exact. Relisez le programme. Le programme a plus de 6 points consacrés aux questions de corruption, de détournement de fonds, aux questions d'assainissement des mœurs publiques, aux questions de bonne gouvernance, aux questions de bonne gestion des finances publiques. Écoutez-moi, la gestion des finances publiques, ce n'est pas une question de morale. C'est une question de bonne gestion de ressources financières. Vous ne pouvez pas dépenser plus que vous gagnez, même sur un plan personnel. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de la popote pour aller boire dans un bar. Vous ne pouvez pas hypothéquer l'avenir de vos enfants. C'est cela que nous parlons. Et c'est une chose sérieuse. Et voilà pourquoi je vais vous dire, quand vous allez relire le programme de réformes économiques et financières, vous serez surpris de ce que l'on dit. Non seulement c'est la corruption, mais c'est la sanction de ceux qui sont accusés d'être corrompus et d'être corrupteurs. Tout cela figure dans le document et nous avons eu le courage au cours des réunions d'aujourd'hui d'en parler et les ministres vont continuer à en parler. Pourquoi? Parce que ou bien nous allons assainir nos finances publiques, nous moderniser et rejoindre le monde dans son fonctionnement et être compétitifs et affronter les autres, ou bien nous n'allons pas le faire, et bien nous allons mourir. Il y a la question du marché financier dont la fusion a été évoquée en début d'année 2018. Les discussions semblent piétiner entre Libreville et Douala où il existe 2 bourses et des différentes commissions des marchés financiers. Comment ça avance au niveau des négociations concernant cette question du marché financier et de la bourse sous-régionale? Bon, vous me donnez l'occasion de rectifier. J'ai entendu ça plusieurs fois. Premièrement, la décision a été prise, on ne revient pas là-dessus. Deuxièmement, en marge du sommet de la zone franc, tout récemment à Brazzaville, je vais vous surprendre,
la Commission financière du Cameroun et la COSUMAF ont signé un accord de coopération et de reconnaissance mutuelle. C'est fini, le texte est disponible, je peux vous donner une copie. Aujourd'hui, les opérateurs sont sécurisés sur les deux zones, sur les deux marchés financiers. Deuxièmement, un montant de presque 199 millions de francs CFA a été dégagé pour l'opérationnalisation. C'est-à-dire, nous allons fusionner les deux bourses. Il faut fusionner les réglementations qui régissaient les deux bourses. Il faut créer une structure unique en ce qui concerne la bourse. Donc, combien de personnel on aura? Qui sera recruté? Quelles seront les fonctions? Quelle sera la structure et la meilleure structure au regard des pratiques internationales? Vous serez surpris. C'est vers ça que nous allons. Ensuite, maintenant, il faut un seul régulateur. On n'en aura plus deux. Et ce régulateur-là, il sera basé à Libreville pendant que la bourse est ici. Alors, il y avait deux régulateurs. On garde combien de personnes? Alors, les États ont choisi non pas de régler les questions individuelles, mais de réfléchir sur quelle structure de régulation doit être mise en place. Et nous sommes donc en train de regarder les structures des autres régions. Pourquoi on ne nous accuse plus d'être en retard et d'être au Moyen-Âge alors que certains sont au 21e siècle? Néanmoins, je vous en prie. Un régulateur unique. Ensuite, le dépositaire sera cette fois-ci un dépositaire unique également. Et il faudra que ce dépositaire assume les mêmes fonctions que les dépositaires dans d'autres régions. Si nous ne faisons pas comme ça, on n'est pas sérieux et on n'est pas dans l'application des décisions des chefs d'État. Quand même, il nous appartient de leur apporter un modèle unique, un modèle aux normes universelles. Et je peux vous assurer que lors de la réunion des ministres, nous aurons le premier rapport d'État. Je vais mettre ce rapport à votre disposition. Ce marché financier, justement, qui vise à améliorer le financement du secteur privé, il y a dans les 5 piliers du PREF-CEMAC l'enjeu de la réforme de l'appareil de production dans la sous-région Afrique centrale. Mais on observe que lors de la conférence des chefs d'État, la question de la transformation structurelle de l'économie est souvent relayée au second plan. Quelle place ça occupe dans ces réformes? Où est-ce que vous en êtes concernant ce volet-là? Je pense que vous n'avez toujours pas toutes les informations, mais je suis agréablement surpris par le fait que vous vous intéressez à ces questions. Cela veut dire qu'il y a de l'espoir. Et je vous vois jeune, dynamique. Cela veut dire que la jeunesse observe ce que font les chefs d'État. Cela veut dire que notre jeunesse est soucieuse de son avenir. Alors je voudrais vous rassurer en disant que les réformes structurelles sont en cours au niveau de la douane, au niveau du trésor, au niveau du droit foncier. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans certains pays, la vignette automobile aujourd'hui, elle a été rationalisée simplement parce que au moment où vous payez l'assurance, du coup, vous devez également payer. Ce sont les sociétés d'assurance qui collectent aujourd'hui, n'est-ce pas, comme vous le savez bien, la vignette. Vous savez bien qu'il y a des réformes, par exemple ici au Cameroun, où la taxe foncière va être payée en même temps que vous payez votre facture d'électricité. Et en ce moment-là, on saura bien, d'ailleurs c'est intéressant, parce que ça va permettre même de savoir combien de maisons vous avez. Et en sachant combien de maisons vous avez, on va regarder qu'est-ce que vous avez fait sur votre déclaration de revenus. Parce que ce n'est pas sûr que vous avez 20 maisons et que vous avez déclaré que vous avez 20 maisons. Mais lorsqu'on demandera dans quelle maison vous habitez, j'habite dans la maison de X, vous, et vous serez 10 à habiter dans la même maison du même individu, on saura donc qu'il a 10 maisons. Donc des choses sont en marche, il y a des choses positives. Maintenant, vous avez vu les réformes introduites pour réduire la durée de création des entreprises dans notre région. On a réduit le délai de création des entreprises. Vous verrez aussi que des efforts sont en cours. Pourquoi? Pour former les magistrats au droit fiscal, pour former les magistrats à l'OHADA, pour former les magistrats au droit commercial. Mais les patrons d'entreprise se plaignent toujours de l'insécurité juridique en Afrique centrale. C'est pour ça qu'il faut les résoudre. Comment résoudre l'insécurité juridique? C'est activer d'abord les chambres commerciales qu'il y a dans notre tribunal, c'est mettre en place à terme des véritables chambres commerciales qui puissent appliquer le droit commercial, le droit de l'OHADA, c'est faire en sorte que nous ayons des magistrats qui soient spécialisés dans ce domaine, qui puissent lire le bilan d'une entreprise, qui puissent comprendre
qu'il y a un détournement ici, qu'il y a une mauvaise gestion là, et qu'ils puissent donc censurer. Et c'est vers là que nous allons. Est-ce que nous allons au rythme qu'il faut? Est-ce que nous allons rapidement? Ça, c'est un autre problème. Mais personne ne peut s'interroger sur la volonté politique d'y aller. C'est les modalités de chacun des États, certains selon leur histoire, allant plus rapide que les autres. Ensuite, je vais vous dire, en dehors de ces réformes-là, vous allez voir que la plupart de nos États tendent vers l'assurance maladie universelle pour couvrir un maximum de population. Ensuite, dans la plupart de nos budgets aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les aspects sociaux. On sécurise les filets sociaux, on sécurise les aspects liés à l'éducation et à la santé. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'il y a croissance économique que cela augmente le taux d'alphabétisation. On s'est rendu compte que si vous avez un meilleur programme scolaire et que les livres scolaires coûtent cher et qu'il faut 10 livres par matière, on ne pourra pas assurer la formation. D'où l'intégration et la contractualisation des enseignants, parce qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. D'où le fait de réduire le nombre de livres au programme. D'où les subventions à accorder aux éditeurs et aux fabricants de livres pour faire en sorte que l'aspect éducation, les fonds de l'éducation aillent réellement aux apprenants et à leurs enseignants. Et c'est la même chose avec la santé. Si nous ne faisons pas comme cela, nous allons avoir peut-être la croissance, mais nous n'aurons pas de développement socio-économique. Nous devons améliorer la qualité de vie. Sur l'intégration régionale, l'on observe dans la sous-région Afrique centrale que les crises sécuritaires et les crises économiques tendent à pousser les différents États à se replier sur eux-mêmes et la libre circulation des biens des personnes est de moins en moins garantie et effective entre certains États membres de la CEMAC. Comment vous entrevoyez la résolution définitive de ce problème? D'abord, partons sur une bonne base. Au jour d'aujourd'hui, tous les États de la CEMAC ont accepté et ratifié la libre circulation des biens et des personnes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et sur le terrain, il y a eu un conflit entre en Guinée équatoriale, que vous connaissez bien, malheureusement. À l'issue de cette tentative de coup d'État, la Guinée équatoriale, légitimement, a pensé qu'il fallait se protéger. Il fallait protéger les institutions légalement mises en place. Voilà pourquoi la République sœur de Guinée équatoriale a pensé qu'il fallait assurer un meilleur contrôle aux frontières. C'est le seul cas de suspension. On s'attend à ce que la délégation de la République de Guinée équatoriale qui viendra aux travaux nous amène la bonne nouvelle de la levée. Mais attention, si vous avez bien suivi, lors de la fête nationale du 20 mai au sud, les délégations de Guinée équatoriale, les délégations du Gabon sont venues. Lors des événements au Gabon, le gouverneur du sud y va également. Lors des événements au nord du Congo, le gouverneur de la région du sud y va. D'ailleurs, nous avons une université entre le Cameroun et le Congo. Université qui a deux campus. Un campus à Sangelima, un autre à Ouesso. Et je peux vous dire que le projet avance normalement. Mais les populations, elles, peinent à pouvoir circuler entre les différentes frontières de la sous-région. Elles évoquent de nombreuses tracasseries qui perdurent et qui persistent au niveau de ces frontières-là. Et les chefs d'État semblent très peu se mobiliser. Les organes et institutions de la CEMAC ne font pas grand-chose pour régler ce problème. Bon, je vais vous dire, il y a la CEMAC des peuples et il y a la CEMAC des États. Au niveau de la CEMAC des États, vous ne pouvez pas dire que les chefs d'État ne s'en préoccupent pas. Je m'explique. Je ne parle pas comme politicien. Dans la pratique, malgré le problème de Boko Haram, malgré les difficultés de sécurité autour du lac Tchad, ni le Cameroun ni le Tchad n'ont suspendu la mise en œuvre du traité de libre-échange. Tous continuent à adhérer à la libre circulation des biens et des personnes. Il y a des problèmes de sécurité sur la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun. Jamais les deux États n'ont remis en cause la libre circulation des personnes. Il n'y a pas heureusement de problème entre la frontière Congo-Cameroun. Et il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis venu par voiture du Congo ici. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a eu, entre la frontière du Gabon avec le Cameroun, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y a eu, c'est un seul cas.
un seul cas, chers frères, vous ne pouvez pas en conclure qu'il y a un grave problème. Ce cas, c'est la Guinée équatoriale qui a suspendu, mais qui ne fait pas retirer. Donc, et comme à partir de Kiossi, pour aller dans les deux régions, c'est la même route, du coup, le commerce s'est trouvé bloqué entre nos deux États. Professeur Michel Sy, Mais laissez-moi terminer. je vous en prie, allez-y. Il y a des tracasseries, personne ne peut nier. La preuve, c'est qu'il y a des tracasseries entre le Ngaoundéré, où nous déposons, le train arrive, et la frontière du Tchad. Le Tchad s'en est plaint plusieurs fois. Et les autorités camerounaises et les autorités tchadiennes se sont réunies plusieurs fois pour diminuer le nombre de barrages, le nombre de contrôles sur la route. Et pour faire en sorte aussi de former les policiers et les douaniers qu'il y a sur la route. Parce que souvent, vous confondez une chose. Les États peuvent très bien dire commercer, mais les individus voient en tout camion qui passe une occasion de s'enrichir. Et ça, n'est-ce pas, ce n'est pas le problème. Quand votre maman vous dit d'aller à l'école, de ne pas jouer au football en rentrant, et vous allez jouer au football en rentrant en cachette, malheureusement, ce jour, vous vous blessez. Vous rentrez, elle va donc savoir que vous avez joué au football. Et que vous avez menti que l'école était sortie à 20 h alors que l'école était sortie. Donc nous avons des agents qui ne sont pas sérieux, qui créent des problèmes sur la route. On ne peut pas refuser ça. Nous avons même parfois des contrôles qui sont installés à l'insu même des autorités administratives. Comme nous avons aussi des contrôles instaurés par certaines personnes qui pensent qu'en instaurant ce contrôle-là, elles vont avoir des ressources personnelles. Ça, c'est la corruption. Vous vous félicitez des efforts consentis par les États d'Afrique centrale, mais les populations, elles, ne voient pas encore leur quotidien s'améliorer. Le sous-emploi des jeunes reste important. Le secteur privé qui, lui, continue de se plaindre d'un remboursement de la dette antérieure qui se fait à un rythme assez lent. Comment entrevoyez-vous la sortie de crise? Est-ce que la mise en œuvre de ce programme de réforme économique et financière peut permettre d'ici 1 à 2 ans de permettre à l'Afrique centrale de pouvoir renouer avec le chemin de l'émergence? Oui, nous avons confiance. Le programme doit finir en 2021 et je pense que d'ici là, je peux déjà vous rassurer que vous pouvez aller dans tous les pays d'Afrique centrale aujourd'hui avec votre carte d'identité. Allez à l'aéroport de Douala sans passeport. Vous prenez l'avion pour Brazzaville, pour le Tchad avec la carte d'identité. Qui lui coûte? Nos pères ne peuvent pas croire cela. Cela se fait aujourd'hui. Je vais vous dire aussi, quand vous allez sur le marché à Brazzaville, et je vais vous y inviter, vous allez voir que toutes les tomates qu'il y a à Brazzaville viennent du Cameroun ou du Zaïre. La plupart, je ne dis pas que les Congolais ne produisent pas, mais les prunes qu'il y a sur le marché de Brazzaville. Et vous allez voir que depuis que la route passe très bien, les tomates à Brazzaville ont un bon prix et le prix a chuté d'environ 13%. Et les prix pour chuter de 13% n'ont pas attendu les gouvernements. Il a fallu que les commerçants camerounais aillent à Foumbot, transportent la tomate et vont au Cameroun. Et ils sont en train de faire beaucoup d'argent au Cameroun. Je peux aussi vous dire que les produits vivriers, notamment le plantain et le manioc, ont augmenté très sensiblement. Je pense que de 17%, je n'ai pas les chiffres, à Libreville. Aujourd'hui, vous pouvez manger le plantain à votre satiété à Libreville, avoir les oignons comme vous voulez à Libreville. Chers amis, c'est du plantain du Cameroun, c'est la banane du Cameroun. Et justement, il y a eu une augmentation du prix lorsque la frontière a été fermée. Mais curieusement, bien que la frontière ait été fermée, je ne sais pas comment les commerçants ont fait, mais ils ont toujours trouvé le moyen d'amener le plantain. Donc ils n'ont pas attendu les États, ils n'ont même pas attendu que les mesures soient levées. Je vous dis aussi que la viande tchadienne coûte moins cher à Kousséri. La viande tchadienne, des Tchadiens le samedi, Kousséri c'est une ville pleine. Pourquoi? Parce que le bœuf traverse souvent à pied. Nous n'avons pas encore développé dans notre région les capacités de transformation, les capacités de tannerie, l'exportation de la viande vers les autres États. C'est pour ça que vous verrez que dans certains pays d'Afrique centrale, la viande consommée vient d'Afrique du Sud, vient d'Argentine, vient parfois d'Australie. Or, nous avons un cheptel extraordinaire dans la Damawa au Cameroun et un cheptel extraordinaire de plus de 94 millions de têtes au Tchad qui traversent souvent à pied. Si vous venez quand ce cheptel traverse le pont à Kousséri, toute la journée, personne ne peut traverser. Il traverse à pied vers le Nigeria. Donc, parce qu'il traverse à pied vers le Nigeria, la quantité est telle que, au niveau de Kousséri, vous pouvez avoir de la viande à moindre coût, à moindre prix. Les Tchadiens eux-mêmes
traversent et viennent acheter leur propre la viande de ces troupeaux-là au Cameroun qui coûte moins cher. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour vous dire qu'ils peuvent acquérir la viande moins chère et la viande tchadienne est disponible à souhait. Si vous aviez les moyens de rapporter cette viande ici, de rapporter ce bœuf ici, de rapporter le mouton ici, ça ne vous coûterait absolument rien. On ne parlerait même pas de crise des prix. Dernier élément que je vais vous prendre, et je vais vous surprendre. Le commerce entre le Cameroun et la République centrafricaine est sur la pente croissante. Dès lors que la route sera finie et que le contentieux va être réglé, vous verrez qu'il y aura une augmentation substantielle des produits agricoles camerounais sur le marché. Vous savez d'où ces produits viennent? Ces produits viennent de la zone de Fumot. Merci, professeur Michel Cyr Djena Wembou. Je précise que vous êtes le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale. Vous êtes également un professeur titulaire de droit public et sciences politiques dans des universités américaines. Merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Et je vous remercie. Je voudrais vous féliciter pour l'esprit critique que vous avez. Nous avons besoin de cet esprit critique pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas toujours dire que les choses vont bien alors que les choses ne vont pas bien. Il faut des observateurs, il faut des jeunes comme vous pour nous interroger, pour nous questionner sur la mise en œuvre de nos programmes. Nous-mêmes, nous sommes en train de le faire, mais nous avons besoin également d'un œil critique pour améliorer la situation. Donc, je ne prends pas mal vos questions. Au contraire, je vous encourage de scruter ce que nous faisons et d'aller de l'avant avec les analyses pour faire en sorte que notre région aille mieux. Parce que l'avenir, c'est vous. L'avenir, ce n'est pas les gens de ma génération. Vous l'avez suivi, édition spéciale de Tendance économique à l'occasion de la 5e session ordinaire du comité de pilotage des réformes économiques et financières de la sous-région Afrique centrale qui se sont tenues à Douala. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.